va pouvoir enfin démarrer cette soirée. Donc, soirée sur la gestion des parasites en élevage. Alors, comme on a proposé ce thème pour la soirée, on a rigolé entre nous que le thème, il n'est pas facile et on avait des doutes si ça va intéresser beaucoup de personnes. Finalement, vous êtes très nombreux puisqu'on avait plus de 600 personnes qui sont inscrites à cette soirée. Donc, c'est un grand succès pour nous et on est très content de pouvoir présenter ce thème donc sur des parasites, sur la gestion des parasites en élevage. En effet, j'ai entendu des vétérinaires, comme je commençais à travailler dans ce milieu, qui élèvent les chiens et les chats, élèvent aussi les parasites. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Émilie, tu vas nous dire, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Et tout au long de la soirée, je vais me servir des questionnaires, du questionnaire, puisque c'est un qu'on a lancé l'année dernière sur la gestion des parasites en élevage. On vous a posé pas mal de questions et vous étiez nombreux à répondre à ces questionnaires. Et ça nous a permis de vous connaître un petit peu plus, savoir quelles sont vos pratiques, qu'est-ce que vous faites. Mais encore une fois, est-ce que ce que vous faites, c'est idéal? Est-ce que peut-être il y a des choses à améliorer? Donc, on va essayer de répondre à ces questions avec Émilie. C'est Émilie qui va nous répondre. Et moi, je vais juste présenter les morceaux de vos pratiques pour remettre du contexte et pour vous montrer qu'est-ce que vous faites. Donc, on va parler de la bonne gestion des parasites en élevage. Et on va commencer par l'importance de ce traitement et présence éventuelle de parasites externes ou internes en élevage. Donc, dans la première partie du questionnaire, on vous a posé la question, est-ce que vous êtes confronté aux parasites internes et externes? Et vous avez répondu que oui, beaucoup, puisque 42% des éleveurs se sont concernés par la présence des parasites internes en élevage, et puis presque la moitié par les parasites externes. Et puis, on a demandé aussi quel type de parasite est présent dans l'élevage. Et d'après ce questionnaire, vous avez globalement, dans la plupart des cas, problème avec Giardia. 23% des éleveurs de chiens et de chats ont déclaré qu'ils ont un problème de Giardia ou ont eu un problème de giardiose en élevage. Et puis, parmi les parasites externes, c'était surtout les puces. Presque un tiers des éleveurs sont confrontés aux puces en élevage. Alors, est-ce que, Émilie, cela correspond avec ce que toi, tu sais de données avec la littérature? Est-ce que c'est vraiment un problème en élevage? Alors, merci Anna. Et puis, avant de commencer, je tenais à remercier toute l'équipe de NeoCare pour cette invitation et toutes les personnes présentes ce soir pour leur intérêt sur cette discipline qui, je trouve, est fascinante et j'espère vous convaincre à l'issue de cette présentation. Alors, effectivement, les parasites qui semblent vous poser des problèmes en élevage, que ce soit parasites externes et parasites internes que tu viens de présenter, Anna, correspondent effectivement à ce qu'on trouve dans la littérature et aux parasites les plus prévalents et les plus problématiques en collectivité. Donc, si on s'intéresse aux chiens, les parasites dont vous avez parlé sont effectivement ceux qui posent le plus de problèmes, qui sont le plus souvent rencontrés et qui posent des soucis en raison notamment de leur contagiosité. Donc, c'est la gale des oreilles, les puces, peut-être un parasite que vous connaissez un petit peu moins, mais que je vous présenterai par la suite, qui s'appelle les chélétiels. Et évidemment, si on doit parler de tous les parasites externes qui embêtent et qui gênent le chien, il y en a un certain nombre que je vous ai listés. On ne va pas tous les développer. Ceux qui sont en vert, donc les tiques, les aoutas, les moustiques, ce sont des parasites que l'animal va rencontrer s'il sort, pour des animaux donc, qui ont accès à un parcours extérieur. Et pour le chien, je vais m'intéresser uniquement à ce que j'ai développé ici, et également les tiques. Chez le chat, on retrouve un certain nombre de parasites communs, la gale des oreilles, les puces, les teignes, et également d'autres parasites externes en lien avec un accès dans le milieu extérieur. Alors, je vais commencer par exposer quelques éléments, on va dire, essentiels à la compréhension de certains parasites. Et on va commencer avec un qui est extrêmement commun, que ce soit en médecine individuelle ou collective, c'est la pulicose, c'est-à-dire la présence de puces.
Alors, les puces, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve partout. Qu'on soit en milieu urbain ou qu'on soit en milieu rural, les puces sont présentes. Et pourquoi elles sont aussi gênantes? C'est en raison de leur contagiosité et leur capacité de prolifération extrêmement importante et sur laquelle je vais revenir par la suite. Lorsqu'on considère un parasite et lorsqu'on souhaite évidemment mettre en place des moyens de lutte, il faut bien le connaître et comprendre sa biologie, et notamment comprendre les aspects de contagiosité. Est-ce que ça passe entre les animaux? Est-ce que ça passe que entre les animaux de la même espèce? Est-ce que ça passe à l'homme? Etc. Les puces, oui, il y a plusieurs espèces de puces. La plus commune, on la trouve aussi bien sur le chien que sur le chat, et ça peut passer d'un individu à l'autre. Les puces peuvent piquer l'homme. Je pense que tout le monde, une majorité de personnes s'est déjà fait piquer par des puces. Et qu'est-ce qui favorise la prolifération? C'est la promiscuité, c'est la vie en collectivité, associée à des traitements pas forcément réguliers. Comment on se retrouve avec des puces dans notre élevage? Au tout départ, c'est bien évidemment un individu qui rentre, qui est porteur de puces, et puis après, ces dernières vont proliférer au sein de l'élevage. Mais lorsqu'on parle de puces, il faut aussi penser aux autres animaux du foyer, donc pas forcément ceux directement de l'élevage. Et il ne faut pas oublier la faune sauvage. Alors quand je parle de la faune sauvage, je parle notamment des micro-mammifères et en particulier les hérissons, qui sont de plus en plus nombreux dans nos jardins, même dans nos jardins citadins, et qui peuvent être à l'origine d'infestations de puces. La survie du parasite dans l'environnement, c'est également quelque chose qu'il est important de connaître et de prendre en compte lorsqu'on veut lutter contre ce parasite. Eh bien, pour les puces, leur cocon, c'est-à-dire leur enveloppe dans laquelle elles se protègent, peut persister dans l'environnement jusqu'à 6 mois, même pendant 1 an. Donc, pour quelque part bien mieux lutter contre son ennemi, j'ai envie de dire, il faut bien le connaître. Et pour comprendre pourquoi ça peut être parfois extrêmement difficile d'éliminer des puces, il faut bien comprendre leur reproduction. Les puces adultes, vous les voyez sur vos chiens, vous les voyez sur vos chats, elles les piquent, elles se nourrissent de sang. Sur l'animal, elles s'accouplent et elles pondent des œufs. À la différence des poules, les œufs de puces, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent dans l'environnement assez rapidement. Et où est-ce qu'ils vont tomber? Au niveau des lieux de couchage, dans les endroits où les animaux se déplacent. Alors, ça peut être la litière, ça peut être les paniers, ça peut être sur le lit si vous dormez avec votre animal. Et ces petits points blancs que vous voyez qui ressemblent à des petites perles, on peut les voir à l'œil nu, c'est des œufs. Ces œufs vont éclore et vont donner des larves. Et la particularité de ces larves, c'est qu'elles fuient la lumière. Elles se déplacent et elles vont aller se cacher sous un meuble, au fond des fibres d'un tapis, entre les lattes d'un plancher, et elles vont évoluer, elles vont vivre leur vie de larve pendant à peu près une vingtaine de jours. Et à la fin de leur développement, elles s'entourent d'un cocon dans lequel elles sont protégées et dans lequel se développe le futur adulte. Et ces cocons vont éclore généralement lorsqu'il y a un hôte à proximité, lorsqu'il y a des trépidations au niveau du sol, traduisant pour les puces qu'elles peuvent éclore et qu'elles peuvent aller infester un individu ou l'homme. S'il n'y a pas d'individu à proximité, elles restent dans leur cocon et dans ce cocon, elles peuvent persister 6 mois, 1 an et elles sont résistantes dans ce cocon aux insecticides. Donc, la durée du cycle, lorsque les conditions sont optimales, lorsqu'on a des hôtes à proximité, on va dire c'est à peu près 2-3 semaines. Et ce cycle peut sans aucun problème se dérouler dans un appartement, dans une maison, dans un chenil. Et ce cycle peut être prolongé jusqu'à 6 mois à l'absence d'hôtes. S'il y a quelque chose qui est extrêmement important de retenir, c'est que les puces adultes que vous voyez, ça représente 5% de la population uniquement. Et ce qui veut dire que 95% de la population est présente dans l'environnement sous forme d'œufs, de larves ou de nymphes. Voici notre représentation pour dire qu'en fait, les puces que vous voyez ici, c'est quelque part la partie émergée de l'iceberg parce que dans l'environnement, il y a quoi? Il y a tout le reste. Et en gros, lorsqu'on se met à traiter les animaux parce qu'on voit des puces sur eux, c'est presque déjà trop tard. Autre parasite dont vous nous avez parlé dans votre questionnaire, dans la réponse au questionnaire, c'est les tiques. Alors, les tiques,
c'est une problématique dans certains milieux. Donc, j'ai mis milieux ruraux et suburbains, mais attention, on a des animaux citadins qui peuvent se retrouver avec des tiques. Alors, il n'y a pas de contagiosité directe, c'est-à-dire que la tique, hein, comme vous voyez sur la photo en haut à droite, lorsqu'elle est installée sur son hôte, ben, elle a le gîte, elle a le couvert, elle est très bien, elle ne va pas aller infester un autre individu. Elle reste attachée pendant plusieurs jours, elle se gorge de sang, et une fois qu'elle a fini de se gorger de sang, elle quitte l'animal, elle tombe au sol et elle pond ses œufs. Donc la contagiosité n'est pas directe, si vous voulez, d'animal à animal, mais ça se fait par l'environnement. Et c'est la même chose, hein, du chien au chat ou à l'homme, mais aussi on peut attraper des tiques. Alors ce ne sera pas directement de votre chien, elle ne va pas sauter sur vous, ce sera toujours à partir d'un environnement infesté. Les facteurs favorisants de l'infestation, c'est la plupart du temps un accès à l'extérieur, un accès à un jardin, un accès à une prairie, à une forêt ou la vie dans un chenil, et ça je vais y revenir par la suite, associé évidemment à des traitements antiparasitaires externes qui ne sont pas forcément réguliers. L'introduction dans l'élevage, il faut toujours que votre animal ait un accès à l'extérieur. Et ce qui est très complexe hein, dans la lutte contre les tiques, notamment lorsqu'elles sont installées dans un endroit, lorsqu'elles sont installées par exemple dans un chenil, hein, c'est qu'on a des cycles comme ça qui se maintiennent pendant des années parce que les individus peuvent survivre sans se nourrir pendant de nombreux mois, voire des années. Alors, il existe en France 3 grandes espèces de tiques, 3 grands genres hein, les plus importants, et qui ont des répartitions géographiques un petit peu différentes, hein, que je vous ai représentées ici, pour voir peut-être en fonction de régions dont vous êtes originaire, vous n'allez peut-être pas forcément être confronté aux mêmes espèces. La première, donc Ixodes ricinus, vous voyez, elle recouvre à peu près tout le territoire. La deuxième, Rhipicephalus sanguineus, on va plutôt la retrouver dans tous les pays du pourtour méditerranéen et dans le sud de la France, dans la région plutôt chaude. C'est des petits qui aiment le chaud humide et le chaud sec. Et le Dermacentor, dont l'aire de répartition ressemble et recouvre celle d'Ixodes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du cycle, mais s'il y en a une qui pose souci et à laquelle vous pouvez être confronté lorsque vous avez des chenils avec un accès extérieur, c'est Rhipicephalus sanguineus, donc je vous rappelle la répartition, hein, plutôt le sud de la France, qu'on appelle également la tique des chenils. Et chaque stade, que ce soit la larve, la nymphe ou après l'adulte, infeste préférentiellement le chien. Et elles peuvent accidentellement également aller se fixer sur l'homme. Alors voilà les milieux hein, où elles aiment se retrouver, ces tiques-là. Là, je vous ai montré en haut à droite une image d'un chenil que j'avais pris une photo que j'avais prise en Grèce. Et ce qu'elles aiment, c'est ça. Vous voyez les roches, les anfractuosités des murs, c'est des endroits où elles vont aller pondre leurs œufs, où elles vont muer pour se transformer en forme larvaire, nymphale, puis adulte. Ce qui fait que lorsqu'on a des chenilles comme ça qui sont envahies de tiques, l'élimination, l'éradication, elle est extrêmement difficile. Alors, et les chats dans tout ça, est-ce qu'ils peuvent avoir des tiques? Parce que c'est vrai que c'est des parasites qu'on associe bien souvent aux chiens. Eh bien oui, hein, les chats peuvent également être infestés par des tiques. Alors jusqu'à il y a une dizaine d'années, on ne considérait pas les tiques comme des problématiques chez le chat. Mais en fait, on se trompait et probablement en lien avec l'activité de toilettage excessive chez le chat et aussi lié au fait que la plupart des tiques qu'on va retrouver sur le chat, c'est ce qu'on appelle les formes immatures, les larves, les nymphes, qui sont très petites et du coup plus difficiles à voir. Donc, quel genre on peut retrouver sur le chat? Le premier, c'est le genre Ixodes, qui est une tique qui va être plutôt associée aux micro-mammifères et aux ongulés et aux cervidés. Et accidentellement, elles peuvent se fixer sur l'homme, sur le chien ou sur le chat. Et c'est bien cette tique-là, un Ixodes, qui est responsable de la transmission de la maladie de Lyme. L'autre espèce, hein, le Dermacentor, a un très grand spectre d'hôtes et on peut retrouver ces tiques-là chez le chien en forme nymphe et adulte. C'est cette tique, pour la majorité, qui est responsable de la transmission de la pyroplasmose. Et accidentellement, on peut trouver également des formes immatures chez le chat. Si je récapitule les espèces que vous pourrez rencontrer en fonction des zones où vous habitez, alors le genre Ixodes est réparti sur l'ensemble du territoire, mais où est-ce qu'on va retrouver ces tiques? Eh bien plutôt dans des zones de bois ou de forêt, ou du coup des habitations à proximité de ce type d'habitat.
Le genre Dermacentor, pour la répartition, est à peu près équivalente à l'Ixodes, elle, on va plutôt la retrouver dans des prairies, dans des jardins suburbains. Et enfin, la dernière, la fameuse tique des chenils qu'on rencontre plutôt dans le sud de la France, qu'on rencontre en Corse, dans tous les pays du pourtour méditerranéen. Alors cette tique-là, elle est fortement anthropophile, c'est-à-dire elle est fortement adaptée aux habitations humaines. Et on va la retrouver dans les jardins, mais on peut également la retrouver dans les granges, dans les chenils, dans les garages où elles sont capables de réaliser leur cycle. Nous changeons de parasite et on va parler donc de la gale des oreilles, donc que vous connaissez, ça fait partie des parasitoses extrêmement fréquentes et c'est à peu près 1/3 des otites chez le chien et 3/4 des otites chez le chat. La gale des oreilles, on rencontre partout, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Et pourquoi c'est une parasitose qui est importante, et c'est en région de sa très forte contagiosité. Nous, on suivait une chatterie dans laquelle un individu avait été, donc ce n'était pas un élevage, mais vraiment une forme de pension, où un chat porteur sans signe clinique avait été introduit. Et bien, une semaine après, tous les animaux en contact étaient parasités. Et la gale des oreilles, ça concerne aussi bien le chien que le chat, et ça se transmet du chien au chat, du chat au chien, mais ça ne se transmet pas à l'homme. Alors, on va beaucoup rencontrer cette parasitose chez les jeunes, chez les jeunes animaux, mais on peut également en trouver chez les adultes. Facteur favorisant, mais c'est un peu vrai pour tous les parasites que je vous présente, promiscuité, vie en collectivité. Généralement, comment ça rentre dans un élevage, il y a beaucoup de porteurs asymptomatiques, donc c'est-à-dire qu'ils vont héberger quelques parasites dans leur conduit auditif, ils ne vont pas se gratter, ils ne vont pas présenter de signes cliniques, mais ils vont être à l'origine de la contamination de leurs congénères qui, peut-être, eux, seront plus sensibles et exprimeront des signes cliniques. Lorsqu'on considère un parasite, je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir une notion de sa survie dans l'environnement, c'est-à-dire en dehors de l'animal. Et pour ce parasite, c'est de l'ordre de 3-4 jours. Ça veut dire attention, lorsqu'on a un animal parasité, à son lieu de couchage, également au matériel que l'on utilise. Alors ce parasite-là, peut-être vous le connaissez un petit peu moins. Là, je vous montre l'exemple d'un élevage de bouvier bernois qui était constitué de 20 reproducteurs bien entretenus, bien vaccinés, bien vermifugés. Et une portée a présenté un aspect floconneux, comme ça, avec plein de pellicules sur l'ensemble du pelage, avec quelques légères démangeaisons. Et lorsqu'on frictionnait le pelage de l'animal sur la table de consultation, vous voyez des grosses squames, des grosses pellicules tombées sur la table. Et il n'y avait pas de signe chez la mère. Et lorsqu'on regarde au microscope, on trouve un acarien qui s'appelle Kelletia. Alors, c'est peut-être pas un parasite extrêmement fréquent, mais c'est un parasite qui est contagieux, qui peut poser des problèmes en collectivité, notamment en chenil. Par contre, là, il n'y a pas de passage du chien au chat ou du chat au chien, parce que chacun a son espèce qui lui est propre. Par contre, attention, quand il y a de la chéléthéliose dans un élevage, bien souvent, les propriétaires, les éleveurs présentent des lésions parce que ce parasite peut toucher l'homme. Et important aussi de connaître sa survie dans l'environnement, vous voyez là qui est l'ordre de 3-4 semaines, donc ça persiste un petit peu plus longtemps, donc attention, on y reviendra tout à l'heure, lorsque on prend en charge la gestion de ces parasites, il faut aussi et surtout prendre en charge l'environnement dans lequel ces parasites peuvent persister. L'environnement, c'est les lieux de couchage, c'est le matériel, c'est les jouets, c'est les litières. La teigne, alors là je vous présente un chat parce que alors, ça peut aussi bien affecter le chat que le chien, mais c'est un fléau, un véritable problème en élevage félin. Et chez le chat, c'est une parasitose qui est assez protéiforme, c'est-à-dire qu'il peut aller du portage asymptomatique, donc votre chat ne présente aucune lésion, à des lésions, comme vous pouvez le voir ici, des alopécies importantes, extensives, et qui peuvent s'accompagner par la suite d'autres lésions plus gênantes. La teigne, on peut la rencontrer partout et la problématique, c'est la forte contagiosité, le passage au chien, le passage au chat et le passage à l'eau. Les facteurs qui favorisent l'apparition d'une teigne, c'est la vie en collectivité, je l'ai dit, ça peut être des lésions cutanées, ça peut être des maladies intercurrentes
et on a une prédisposition chez les races de chats à poils longs. Alors là, je vous ai mis une image sur le côté d'un poil sur lequel vous voyez tous ces petits ronds. Ça, c'est ce qu'on appelle les spores du champignon et c'est ça qui est disséminé dans l'environnement. C'est ça qui est à l'origine de la contagiosité et c'est ces éléments-là qui sont très résistants dans le milieu extérieur. Je vous l'ai mis, ça peut être jusqu'à 18 mois. D'où la grande difficulté de la gestion de la teigne en collectivité. C'est cette survie très importante dans le milieu extérieur. Alors voilà un panorama des principaux parasites externes qui peuvent poser, il y en a bien d'autres, on est bien d'accord, mais qui peuvent vraiment être problématiques en élevage ou du moins en collectivité. Pour les parasites internes, donc pareil, il y en a un certain nombre, évidemment, on ne va pas parler de tous, mais ceux qui sont les plus communs sont ceux que vous rencontrez et ça correspond à vos réponses au questionnaire. Donc ça va être ce qu'on appelle les vers ronds, c'est-à-dire les ascaris avec les toxocara. Ça va être les coccidies, ça va être les giardia et c'est ceux dont on va parler par la suite de cet exposé. Les parasites du chat, ça va être les équivalents avec toujours la problématique des vers ronds, donc des ascaris, des coccidies, des giardia et du Trichomonas fœtus. J'ai oublié de préciser dans la diapositive précédente que ce que j'ai souligné, c'est ce qui peut se transmettre à l'homme. Donc, quelques éléments importants à retenir sur ces quelques parasites que je vais développer. Donc, les ascaris ou les vers ronds. Donc, c'est des parasites qui sont quand même communément rencontrés, communs dans les collectivités, peut-être plus dans les collectivités de chiens que dans les collectivités de chats. Et il y a quelques éléments qui sont importants de connaître pour par la suite proposer une lutte adaptée. Comment se fait l'infestation de notre animal? Ça va se faire par l'ingestion d'œufs qui sont présents dans l'environnement et qui ont été excrétés dans les matières fécales. C'est ce qu'on appelle le contact ou la transmission orofécale. La transmission in utero, donc de la mère au chiot, et ça c'est uniquement pour Toxocara, donc l'ascaris du chien. Par le colostrum et le lait pour l'ascaris du chien et du chat. Et chez le chat, on a également l'intervention de ce qu'on appelle des hôtes parathéniques, des hôtes accidentels qui peuvent être porteurs du parasite. Et c'est notamment les rongeurs. Et c'est une des principales sources d'infestation pour le chat, donc par prédation. Est-ce que ces espèces peuvent se passer du chien au chat? Non. Chaque espèce a son propre ascaris. Par contre, on va y revenir tout à l'heure, ces espèces-là sont zoonotiques et ça peut parfois engendrer des infestations graves chez l'homme. Qu'est-ce qui favorise l'apparition de ces parasitoses, cette parasitose, du moins ce parasite? Je ne vous apprends rien, la surpopulation, la promiscuité, une mauvaise hygiène des locaux ou du moins, on va y revenir par la suite, un ramassage qui n'est pas assez fréquent des matières fécales parce que la source de contamination en partie c'est les matières fécales dans laquelle il y a des œufs et on y reviendra tout à l'heure aussi les carences alimentaires notamment chez le jeune qui peuvent engendrer du pica, donc du fait que les chiots vont un peu se nourrir de n'importe quoi et du coup ça va favoriser le contact avec ces œufs qui sont présents dans l'environnement. Et une chose qui est très importante à savoir, qui rend du coup la lutte contre ces parasites très difficile, c'est que ces œufs qui représentent la source d'infestation, ils sont extrêmement résistants dans l'environnement, jusqu'à 2 ans. Alors, on va passer aux protozoaires avec la coccidiose. Donc, chez toutes les espèces animales, il y a des coccidies et ça fait partie des parasitoses du jeune et du très jeune, autour du sevrage, extrêmement commun, et je vous dis, quelle que soit l'espèce animale, que ce soit les carnivores domestiques ou les animaux de production. Les coccidioses, on en trouve partout, c'est cosmopolite. Et encore une fois, la source d'infestation, c'est l'environnement qui a été souillé par des matières fécales porteuses d'œufs. Là, en l'occurrence, ça s'appelle des zoocystes. Donc, la contamination, ça peut se faire par les aliments, par l'eau qui aurait été contaminée par les sels. Il peut exister des hôtes parathéniques. En tout cas, les sources, c'est les animaux qui sont porteurs, parfois qui ne présentent pas de signes cliniques et qui excrètent dans l'environnement, via leur matière fécale, les coccidies. Chaque espèce animale a sa propre espèce de coccidie. Donc, les coccidies du chien ne sont pas contagieuses au chat et inversement, et les coccidies ne peuvent pas passer à l'eau. Les facteurs favorisants, c'est l'âge, je vous l'ai dit, c'est une parasitose vraiment du jeune animal. Et s'il y a quelque chose qui est important à retenir pour la coccidiose, c'est qu'après une primo-infestation,
il y a l'installation d'une immunité qui est relativement forte et qui fait que par la suite, soit l'animal ne se réinfecte pas, soit il se réinfecte, l'excrétion elle est extrêmement faible. Les facteurs favorisants, c'est le manque d'hygiène, toujours pareil, ce contact avec les matières fécales, la surpopulation, la promiscuité et le stress. Le stress lié à un changement de vie, lié à un changement d'alimentation, typiquement le sevrage, typiquement l'achat, donc le fait de changer de foyer. Ces stress-là peuvent être favorables à l'excrétion des coccidies. Encore une chose à prendre en compte, c'est la résistance de ces œufs dans l'environnement qui peut être aussi de plusieurs années. La giardiose, alors la giardiose, ça fait partie des protozooses extrêmement communes. Et en gros, la giardiose, partout où on la cherche, on la trouve. C'est pour ça que je vous ai mis prévalence qui est de 100% en élevage canin. On y reviendra tout à l'heure. Et la giardiose, ça concerne énormément de mammifères, en plus des carnivores domestiques. Les sources d'infestation, c'est toujours pareil, je ne vous apprends rien. C'est l'environnement qui est parasité, dans lequel on va retrouver ce qu'on appelle des kisses de coccidies qui ont été éliminés par les matières fécales des animaux parasités. Et toujours pareil, les sources, c'est des individus symptomatiques ou pas, mais les plus problématiques, c'est les asymptomatiques qui excrètent dans l'environnement. Alors, il n'y a pas de passage du chien à l'homme, du chien au chat et du chat au chien, excusez-moi. Il y a des souches, si je peux me permettre, communes entre l'homme, le chien et le chat, mais le chien et le chat ne sont pas du tout considérés, si vous voulez, comme des réservoirs, comme des sources d'infestation de l'homme. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt l'homme parasité qui peut transmettre au chien ou qui peut transmettre au chat. C'est pour ça qu'effectivement, il y a des choses communes, mais ce n'est pas véritablement une problématique zoonotique, la giardiose chez l'animal, pour les propriétaires ou pour les éleveurs. Les facteurs favorisants, c'est l'âge. Pareil, c'est les parasitoses du jeune et la surpopulation, mauvaise hygiène des locaux. Combien de temps survivent les kystes? Un petit peu moins que les coccidies et un petit peu moins que les ascaris, ça va être plusieurs mois. Et ils aiment beaucoup l'environnement humide. La trichomonose, alors là, ça concerne le chat. C'est relativement fréquent et cosmopolite. On peut retrouver la trichomonose dans tout type d'environnement. L'infestation, c'est toujours pareil, le contact orofécal. Et là, c'est plus le partage de litière entre congénères suivi d'un toilettage ou du toilettage entre individus qui peut être à l'origine de l'infestation plus que les aliments contaminés ou l'eau contaminée en raison de la faible résistance du trichomonas dans l'environnement. Donc, on a pu détecter du trichomonas chez le chat, chez le chien, chez d'autres espèces animales, mais il n'y a pas de passage véritable du chat au chien ou du chat à l'homme. Les facteurs favorisants, encore une fois, parasitose du jeune, le stress, et aussi il y a eu des cas de co-infestation avec des giardias ou des coccidies qui peuvent favoriser la prolifération du trichomonas. Et comme je l'ai dit précédemment, le parasite dans le milieu extérieur ne survit pas très longtemps, il est relativement fragile. Ça va être 2-3 jours dans les matières fécales. Donc là, je vous ai fait un petit récapitulatif des propriétés des œufs et c'est vraiment des choses sur lesquelles il est important d'insister parce qu'à partir de ces connaissances-là, on peut proposer, ou pas d'ailleurs, des plans de lutte et c'est ce qui permet aussi d'expliquer la complexité de la gestion de ces parasites en élevage. Alors, les œufs Toxocara, vous les voyez ici, ils sont entourés d'une coque qui est très épaisse et du coup qui leur confère une très forte résistance dans l'environnement. Quand ils sont émis dans les matières fécales, ils ne sont pas de suite infestants, donc ils ne sont pas de suite dangereux pour un autre chien, par exemple. Il faut qu'ils se développent en 2-3 semaines dans le milieu extérieur et que ça donne cette larve que vous voyez ici. Et c'est l'ingestion de cette forme-là avec la larve qui va être infestant pour le chien. Alors, un parasite adulte, il est capable d'émettre plus de 200 000 œufs par jour. Donc, c'est absolument énorme, ce qui veut dire que lorsqu'on les recherche par colposcopie, il n'y a pas cette notion d'excrétion intermittente. Si votre animal est parasité et qu'on fait une colposcopie, on va trouver des œufs. Il faut à peu près 3-4 semaines pour que l'œuf devienne infestant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si on ramasse les crottes tous les jours ou au moins une fois par semaine, il n'y a pas de risque d'infestation pour les congénères. Ce qui nous embête avec ces œufs, et qui est expliqué en particulier par cette coque, c'est la résistance. Alors la résistance a une grande amplitude thermique, le très froid, jusqu'à moins 30, jusqu'au très chaud, plus 45.
sont résistants à la dessiccation. Et malheureusement pour nous, ils sont très peu sensibles à la plupart des désinfectants usuels. Les coccidies. Pareil, lorsqu'elles sont émises dans les matières fécales, vous voyez, dans cet aspect-là, il leur faut à peu près 2-3 jours pour commencer à se diviser, comme on le voit ici, et pareil, devenir infestant. Encore une fois, c'est quoi la conséquence sur le contrôle? En présence de coccidiose, si on élimine les matières fécales tous les jours, il n'y a pas de risque d'infestation des congénères. Ces zoocystes sont relativement sensibles à la chaleur. Il faut quand même une chaleur supérieure à 60 degrés et dans les températures, quelque chose de négatif. Et ils sont peu sensibles aux désinfectants usuels, mais on y reviendra tout à l'heure. Notamment, l'eau de Javel n'est absolument pas efficace. Et enfin, les kystes de Giardia. Alors, eux, ils sont émis directement infestants dans le milieu extérieur. Donc, dès qu'ils sont dans les crottes, ils sont infestants pour un congénère. Et ce qu'ils aiment bien, ces œufs-là, c'est l'humidité. Et notamment, par exemple, le substrat idéal, c'est les potagers. Par contre, ils sont sensibles à la chaleur, ils sont sensibles aux UV, ils sont sensibles à la dessiccation. Donc, en gros, l'été, ce n'est pas des périodes fortement favorables aux kystes de Giardia et la giardiose en général, qui est généralement plus prévalente en hiver. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils aiment, nos parasites? Qu'est-ce qu'ils aiment, nos œufs? Les œufs de Toxocara, eux, ils vont adorer ce genre d'environnement, typiquement sur de la terre battue. Et là, ils peuvent persister, je vous ai dit, pendant des années. Autre environnement qui leur est fortement favorable, c'est tout ce qui est bac à sable, comme vous pouvez le voir ici. Et pour les coccidies et les giardias, typiquement, si vous avez un petit potager chez vous, c'est également un endroit où vous pouvez faire de la culture de giardia ou de coccidies. Alors, merci beaucoup pour cette première partie de présentation de panorama de parasites. On voit maintenant qu'il y a certains qui sont très présents dans nos élevages. Et vous êtes en fait convaincu qu'il faut traiter contre les parasites, puisque dans notre enquête, 90% d'entre vous a répondu que, en effet, le traitement contre les parasites est nécessaire dans l'élevage. Mais en fait, pourquoi il faut traiter? C'est quoi la raison pour laquelle il faut traiter, Émilie? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, pourquoi on traite? Il y a plusieurs raisons. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font les parasites? Pourquoi ils nous embêtent? C'est une atteinte au bien-être des animaux qui sont parasités, que ce soit les parasites externes, ça peut engendrer des démangeaisons, ça peut engendrer des pertes de poils. Pour les plus sensibles, on peut avoir des individus qui deviennent allergiques. Lorsqu'ils se grattent, ils peuvent induire des lésions d'excoriation qui peuvent se surinfecter. Les parasites internes, qu'est-ce qu'ils peuvent engendrer? De l'amaigrissement, ils peuvent engendrer des troubles digestifs, chez le jeune des retards de croissance et dans les cas les plus graves, de la mortalité. Donc directement, les parasites sont une atteinte au bien-être des animaux. Je vous ai dit qu'également, certains parasites pouvaient passer directement à l'homme. Donc c'est aussi une atteinte au bien-être des propriétaires. Et enfin, un point qui est extrêmement important et qui concerne les parasites externes, certains d'entre eux peuvent transmettre par la piqûre des agents pathogènes, c'est-à-dire des virus, des bactéries, des parasites aux animaux, mais également à l'homme. Et la dernière raison, qui n'est pas des moindres, c'est que vous, en tant qu'éleveur, lorsque vous vendez un animal et qu'après, les nouveaux achetants vous appellent en vous disant mon chien il a la diarrhée, mon chat il se gratte, c'est des problématiques. Alors si je peux me permettre, c'est aussi une atteinte au bien-être des éleveurs. Voilà des exemples de lésions qui peuvent être consécutives au parasitisme des propriétaires, des éleveurs, de l'homme en général, les piqûres de puces, les chélétiels, je vous en ai parlé, et la teigne, qui peut engendrer des réactions extrêmement inflammatoires et qui grattent énormément, alors que chez l'animal, ça ne gratte pas, mais chez l'homme, ça va énormément démanger. Et évidemment, qui sont les individus qui sont les plus sensibles? Ce sont les enfants. Et bien souvent, les personnes qui souhaitent adopter des animaux, qui viennent vous voir pour acheter un animal, c'est des familles avec des jeunes enfants qui vont être les plus sensibles, notamment, comme vous pouvez le voir sur la photo en bas à droite, toutes les zones en contact avec l'animal peuvent être des zones atteintes par la teigne notamment. Alors, il n'y a pas que les parasites externes qui peuvent passer à l'homme, il y a aussi les parasites internes et ce qui fait partie des parasites les plus graves, c'est les toxocara qui sont zoonotiques. C'est ce qu'on appelle la pathologie des mains sales, c'est-à-dire que typiquement, on va ingérer ces œufs que je vous ai montrés tout à l'heure qui sont présents dans l'environnement
Et quelle est la population la plus à risque? C'est évidemment les enfants. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, où est-ce qu'ils se maintiennent bien, ces œufs? Ça va être dans la terre et ça va être dans le sable. Et on appelle ça également la parasitose des bacs à sable. Imaginez ces bacs à sable qui sont en train de disparaître, mais qui sont présents dans certains centres-villes, qui sont des endroits où peuvent jouer les enfants et des endroits où peuvent aller émettre leur déjection des chiens ou des chats. Et ces enfants, en jouant, peuvent par la suite apporter leurs mains à leur bouche et ingérer accidentellement des œufs. Et qu'est-ce que ça peut faire chez l'homme? L'œuf va éclore et la larve va se mettre à migrer. Elle peut migrer dans le cerveau, elle peut migrer dans l'œil, c'est ce qu'on appelle la toxocarose oculaire, qui est très clairement la plus fréquente, qu'on peut voir ici, qui peut engendrer une cécité. Et les formes les plus graves, c'est les formes nerveuses, lorsque vous avez une migration de la larve dans l'encéphale. Les parasites, je vous ai dit, peuvent transmettre des agents pathogènes. Alors, un qui est extrêmement commun, peut-être que vous connaissez, c'est un ver plat, qui est le dipylidium, qui est transmis par les puces et qui est transmis de manière assez originale parce qu'il faut ingérer la puce. C'est-à-dire, lorsque le chien ou le chat fait sa toilette, lorsqu'il se mordit parce qu'il a des puces, il va ingérer la puce qui elle-même porte à l'intérieur une larve. Et dans le tube digestif du chien ou du chat, eh bien, cette larve, elle va donner ce parasite, vous voyez, qui ressemble un peu, si je veux être poétique, à un collier de perles, qui peut atteindre jusqu'à 80 cm de long. Et vous voyez, ces derniers éléments qui ressemblent à des grains de riz vont se détacher et vont passer dans le milieu extérieur via les matières fécales ou en dehors des périodes de défécation, parce qu'ils sont pourvus d'une musculature qui est propre, donc ils vont forcer les marges de l'anus, là, comme vous pouvez voir ici, et on peut les retrouver du coup attachés au pelage. On peut les observer sur les matières fécales dans la litière, mais directement sur le pelage. Et on voit ces petits grains de riz qui bougent, parce qu'ils ont une musculature qui est propre. Alors, ce n'est pas très, très pathogène, le dipylidium, ça peut engendrer des troubles digestifs. Ce que vous verrez le plus souvent, c'est le signe du traîneau, parce que ça engendre du prurite anal. Mais il faut savoir que ce parasite est zoonotique, c'est-à-dire accidentellement, par ingestion de puces, on peut également s'infester. Et du coup, ce type, comme vous voyez sur l'image, est à proscrire, ce type de comportement, parce qu'il y a probablement une possibilité également de transmission via la salive. Vous imaginez ce chien qui vient, mettons, de faire sa toilette, de croquer une puce, il libère la larve infestante dans sa salive, il vient lécher l'enfant, et du coup, qui ingère accidentellement la larve. Les puces, elles peuvent transmettre aussi des bactéries. Peut-être que c'est un petit peu moins connu, pourtant, c'est des bactéries extrêmement communes. Ce qu'on appelle des bartonelles et des rickettsi. Donc, il faut savoir que le chat, et c'est à peu près 80% des chats qui sont porteurs, asymptomatiques, ils sont réservoirs d'une bactérie qui s'appelle la bartonelle, qui est présente dans le sang. Et imaginez ce chat qui a des bactéries dans son sang, et vous avez la puce qui est sur lui, il est parasité par des puces. La puce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se nourrit de sang. Donc, elle va ingérer les bactéries qui étaient présentes dans le sang du chat. Chez la puce, la bactérie se multiplie dans le tube digestif et elle est éliminée dans les crottes de puce, mais elle est éliminée infectante. Du coup, notre chat se retrouve avec, sur son pelage, des crottes de puce que vous voyez ici, porteuses de la bactérie. Que fait un chat lorsqu'il a des puces? Il se gratte, il se lèche. En faisant ici, il va souiller ses griffes avec ses crottes de puce dans lesquelles vous avez des bactéries. Après, vous avez l'enfant de la maison, les adultes qui jouent avec le chat. Le chat va accidentellement griffer la personne, inoculer à l'endroit de la griffure les crottes dans lesquelles il y a des bactéries, et ça va engendrer une maladie qu'on appelle la maladie des griffes du chat, qui est très commune, mais qui est souvent sous-diagnostiquée parce que ça ressemble en gros à une grosse grippe et qui s'accompagne de nœuds lymphatiques, donc de ganglions, on peut voir ici, très très développés. Chez les personnes immunodéprimées, ça peut être beaucoup plus grave. Cette bactérie peut également être à l'origine d'endocardites chez l'homme et chez le chien. Une autre bactérie assez commune, qu'on appelle la rickettsi, elle ne se transmet pas par les crottes, mais par la piqûre, et ça peut se traduire chez l'homme par fièvre, céphalée très importante et éruption cutanée. Pourquoi c'est important de traiter contre les tiques? Qu'est-ce qu'elles peuvent transmettre, les tiques? Les tiques, elles peuvent transmettre également beaucoup de choses, beaucoup de bactéries et des protozoaires, avec notamment la pyroplasmose, que vous devez connaître, l'anaplasmose, la maladie de Lyme, à laquelle également le chien est sensible. Et qu'est-ce qu'elles peuvent transmettre à l'homme? La maladie de Lyme et des rickettsioses. Alors évidemment, je vous ai présenté tout à l'heure 3 espèces de tiques. Elles ne peuvent pas toutes tout transmettre. Il y a des spécificités pour la transmission.
mais il est important de se rappeler que les tiques transmettent énormément d'agents pathogènes à l'homme et aux animaux. Et chez le chat, eh bien, c'est un petit peu moins connu chez le chat, mais toutes ces bactéries et ces protozoaires ont déjà été détectés chez le chat, avec peut-être chez lui moins d'expression clinique. Ok, très bien. Donc, on sait pourquoi il faut vermifuger. Maintenant, comment le faire? Comment le faire correctement? Qu'est-ce qu'ils font actuellement les éleveurs? Donc, la plupart va vermifuger systématiquement les jeunes, puisque 88% d'entre vous, 80% des éleveurs traitent aussi systématiquement les reproducteurs, mais un peu moins déjà les animaux retraités du cheptel, donc 74%. Encore moins vont traiter aussi d'autres animaux qui sont au foyer. Seulement 52% traitent les femelles en lactation et encore moins puisque 43% vont traiter aussi les femelles en gestation contre les parasites internes. Qu'est-ce que tu en penses, Émilie? Qui il faut traiter, quand, à quelle fréquence? Est-ce que tu peux Alors nous... ça, c'est effectivement un des points très importants. Et il faut savoir, en fait, avant que je sois capable de répondre à cette question, contre qui on traite. Parce que du coup, on ne va pas aborder la question de la même manière. Et pardon, Anna, il reste cette diapo. Pour compléter que la question sont aussi autour de premier âge de traitement. Donc, nos éleveurs, ils font quoi? Bah, le plus souvent, ils vont commencer les traitements antiparasitaires à l'âge de 4 semaines pour les parasites internes et à l'âge de 8 semaines contre les parasites externes. Est-ce que ce sont des bonnes pratiques? Très bien. Alors, je vais reprendre tout ça. Donc, les objectifs du traitement vont, je l'ai dit tout à l'heure, être différents en fonction de est-ce que je cible des parasites externes ou est-ce que je cible des parasites internes. Contre les parasites externes, l'objectif, c'est l'éradication. On peut et on doit obtenir un élevage indemne. Par contre, le raisonnement n'est pas le même pour les parasites internes, notamment ce que je viens de présenter. L'objectif n'est pas d'obtenir l'éradication, elle est quasi impossible, mais c'est d'obtenir le niveau de parasite en dessous d'un seuil qui est pathogène pour le chien. Et ça, c'est possible dans un élevage qui est propre. Et c'est pour ça qu'on va insister sur l'importance de l'hygiène et des mesures d'hygiène. Si je commence par les parasites externes, je vous le rappelle, objectif zéro parasite externe. Alors là, il est important, lorsqu'on met en place le traitement et qu'on cible un parasite parce qu'il est présent, on va traiter tous les animaux du foyer ou tous les animaux de l'élevage et on va tous les traiter en même temps. Attention, il ne faut pas raisonner en se disant, bon, mais ce chat, il ne se gratte pas, lui, je ne vais pas le traiter. Ce chien, il n'a pas la gale des oreilles parce qu'il ne se gratte pas, donc je ne vais pas le traiter. Attention, surtout pas, parce que ça, c'est vraiment des causes d'échec et du coup de réapparition du parasite. L'idée là, c'est de ne pas parler de molécules, puisqu'évidemment, ça va varier en fonction de la cible. C'est des choses que vous devez voir avec votre vétérinaire traitant, mais il est important de suivre les recommandations du fabricant, notamment ce qui concerne les répétitions. Par exemple, pour la gestion de la gale des oreilles ou de la chélétiélose, si on utilise des lactones macrocycliques, il peut être intéressant de faire des traitements tous les 15 jours pour bien rompre le cycle évolutif du parasite, sachant qu'aucune molécule n'est efficace sur les œufs, que ce soit les œufs de puce, que ce soit les œufs d'agent de Gall, que ce soit les œufs de queue laitière. Donc, il faut du coup répéter le traitement pour cibler les adultes nouvellement émergés. Lorsqu'on a affaire à des puces, eh bien là, la répétition, elle peut aller de tous les mois à tous les 3 mois en fonction de la formulation choisie. Indispensable, la lutte hygiénique, vous le comprenez bien, si vous vous rappelez tout à l'heure le cycle des puces et notamment l'iceberg, les puces adultes sur le chien que je vais cibler avec mes produits, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais attention, il y a tout le reste à prendre en charge et on va en reparler par la suite. Pour les parasites internes, attention, l'objectif n'est pas l'éradication. Le schéma thérapeutique, encore une fois, il va varier en fonction de la molécule et surtout en fonction de la cible, parce que notamment, on ne va pas forcément prendre en charge les nématodes, c'est-à-dire les vers ronds, les ascaris, de la même manière que les coccidies, et les principes actifs ne fonctionnent pas forcément sur ces deux mêmes cibles. Important, encore une fois, au sein d'un même groupe des animaux qui vivent dans le même environnement, de les traiter en même temps. Et encore une fois, le traitement absolu n'est pas toujours nécessaire. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour la coccidiose, pour lesquelles il y a une immunité qui va s'installer.
Si vous avez des animaux excréteurs mais qui ne présentent pas de signes cliniques, qui ne présentent pas de diarrhée, il n'est pas forcément conseillé de traiter, justement pour permettre à cette immunité de se mettre en place. Encore une fois, vous voyez, je répète, hein, lutte hygiénique, indispensable, exactement comme ce que j'ai dit pour les parasites externes. On va y revenir par la suite. Il y a quelque chose à retenir, c'est que la lutte contre les parasites digestifs, 99% du travail, c'est réalisé par l'hygiène et l'enlèvement régulier des matières fécales. Et ce n'est pas par la vermifugation et ce n'est pas par l'administration de désinfectants ou de produits chimiques dans l'environnement. Alors, parasites externes, lorsqu'on veut parler de prévention, attention, quand est-ce qu'on traite? Surtout si on envisage les puces. Hein, maintenant que vous avez compris le cycle et vous comprenez que sans aucun souci, elles vont continuer à se multiplier à l'intérieur des habitations, ça veut dire que les puces, elles sont présentes en fait toute l'année. Donc, si on veut vraiment avoir une prévention efficace, ce n'est pas que l'été, c'est toute l'année. Évidemment, si on a des périodes à laquelle il est important d'insister, c'est, on va dire, fin de printemps, début d'été, avant l'entrée en maternité, hein, parce que si une chienne ou une chatte porteuse de puces entre en maternité, ben, la promiscuité avec sa portée va être un environnement tout à fait favorable à la multiplication des puces. Et également, ça peut être conseillé avant la saillie, c'est-à-dire avant que l'animal sorte de l'élevage pour être mis en contact avec un reproducteur. À partir de quel âge? Ben, ça, vous le savez, vous y prenez très bien, hein, c'est à partir de 8 semaines. Et il y a également une notion de poids limite chez le chiot et chez le chaton. Quelles molécules on choisit? Encore une fois, là, il n'y a pas de recette à vous donner parce qu'il y a plein de choses à prendre en considération. Est-ce que je n'ai que des problèmes de puces? Est-ce que j'ai des animaux qui sortent et qui, du coup, ont des problèmes aussi de tiques? Ils sortent dans le jardin, ils sont piqués par les moustiques. Est-ce que je suis dans une zone où il y a de la leishmaniose, donc il faut que je protège contre les phlébotomes? Combien j'ai d'animaux? Est-ce que j'ai des chiens ou des chats à qui il est facile de donner des comprimés? Ou est-ce que je préfère le collier? Tout ça est à prendre en considération et il n'y a pas, si vous voulez, hein, de formulation qui soit meilleure qu'une autre pour lutter contre les parasites externes. Il faut aussi prendre en compte la commodité, le nombre d'animaux et vos préférences, évidemment. Traitement préventif contre les vers ronds, donc là, essentiellement, les ascaris. Et ça, c'est une proposition de plan de vermifugation général, c'est-à-dire en l'absence d'autres problématiques. Évidemment, ceci est à adapter si on y rajoute des problèmes de coccidiose, des problèmes de giardiose. Donc, attention encore une fois, il n'est pas possible de vous donner quelque chose clé en main hein, qui marchera dans tous les contextes d'élevage. C'est un conseil général qui prend en compte la biologie du parasite dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous administrez donc des antiparasitaires internes à partir de 4 semaines. Alors, en fait, on peut traiter un petit peu plus tôt, à partir de 2 semaines chez le chiot, en lien avec cette transmission in utero, hein, vous vous rappelez, dont on a parlé tout à l'heure. Et ça peut être à partir de 3 semaines chez le chaton, qui, lui, peut être parasité au moment de la lactation. Si on considère la prise en charge des portées, si on est dans un élevage qui est peu contaminé, on peut conseiller une vermifugation mensuelle jusqu'aux 6 mois d'âge. Quand on a une pression parasitaire qui est plus importante, notamment avec des mères porteuses et qui vont réexcréter après la mise bas, donc on imagine des chiots qui sont dans un environnement fortement parasité. Alors là, il est plus intéressant de rapprocher les traitements pour réaliser un traitement toutes les 2 semaines, comme ça jusqu'à 2 semaines après le sevrage, puis après hein, tous les mois jusqu'à 6 mois. Les mères, il est conseillé chez les chiennes de faire un traitement autour du 40e jour de gestation parce que c'est à peu près à cette période-là hein, où si elle a été parasitée, les larves se réactivent, migrent et gagnent l'utérus. Donc, c'est pour essayer de prévenir cette transmission in utero. Et dans les environnements très infestés, il peut être conseillé chez les chiennes de refaire un autre traitement au moment à peu près de la fin de la gestation. Chez les chattes, on n'a pas besoin de traiter autour du 40e jour. Chez elles, il n'y a pas cette réactivation, il n'y a pas ce passage in utero, mais on peut conseiller au 60e jour pour prévenir la transmission par le lait. Et l'autre traitement se fera en même temps que le premier traitement de la portée, donc aux 15 jours d'âge. Pour les adultes, il est conseillé de réaliser
un traitement préventif à peu près 4 fois par an et de faire, encore une fois, tous les animaux en même temps. Pour le choix des molécules, l'objectif n'est pas d'en parler ici. Peut-être dans les molécules que vous conseillez votre vétérinaire, vous en avez vu des différentes, parce qu'en effet, il peut être intéressant d'alterner les classes de molécules pour éviter l'apparition de résistance. Alors, pour l'instant, en France, ce n'est pas encore décrit, mais malheureusement, c'est des choses qui risquent d'arriver. Donc, il peut être conseillé d'alterner, par contre, sur des longues périodes, soit tous les 6 mois, soit tous les ans. Merci beaucoup pour cette partie. Donc, on connaît maintenant le traitement, le protocole de traitement, mais où on est au niveau du choix de molécules. Donc, on sait que vous, ce que vous faites, c'est que très souvent, vous allez consulter votre vétérinaire, puisque 88% des éleveurs vont systématiquement voir leur vétérinaire pour choisir le traitement antiparasitaire. Et puis, quel type de produits vous allez utiliser? Bah, surtout, ce sont des produits vétérinaires, puisque 83%, mais il y a aussi d'autres choses. Parfois, vous utilisez les produits vétérinaires, mais qui sont destinés aux autres espèces. Parfois, il y a des produits, donc 37% d'entre vous utilisent des produits disponibles en magasin spécialisé, mais pas achetés chez le vétérinaire. Et finalement, un quart, donc c'est assez nombreux, je dirais une grosse partie d'entre vous, un quart d'entre vous utilisent des produits alternatifs, donc la phytothérapie, aromathérapie, etc. Alors, est-ce qu'on sait quelque chose sur ce genre de produits et finalement, c'est quoi le bon choix des produits contre les parasites? Alors, tout d'abord, c'est en fait, où est-ce qu'il est important d'aller chercher les informations. Moi, je vous conseille je pense que la meilleure personne qui peut vous conseiller, qui vous conseillera, c'est votre vétérinaire traitant parce qu'il connaît votre élevage. Il sait où vous habitez, il sait quels sont les risques. Et c'est sincèrement la personne qui sera la plus à même de vous donner des conseils adaptés et propres à votre situation. Si vous cherchez sur Internet, c'est normal, on le fait tous. Vous pouvez trouver énormément d'informations, des informations très intéressantes, mais attention, vérifiez vos sources. Il faut que ce soit des endroits où ça a été vérifié, ça a été validé par des experts. Donc là, je vous donne l'exemple d'ESCAP, dont vous a parlé Anna, qui est une association, une société savante scientifique, si je puis dire, qui regroupe des experts en parasitologie. Donc, c'est un groupe européen qui est décliné donc, dans tous les pays d'Europe. Et donc, il y a un ESCAP France. Vous avez le site ici en bas à droite. Et il y a un accès grand public, il y a un accès vétérinaire, il y a un accès étudiant. Et vous pouvez avoir des fiches pratiques descriptives sur tous les parasites. Vous cliquez dessus et vous avez quelques informations sur la biologie, sur la prévention. Et vous avez également des fiches pratiques. Je vous ai donné 2 exemples. Il y en a une sur la giardiose, par exemple, qui peut être intéressante. Et il y a même un endroit où on peut aller poser des questions. Donc, il existe d'autres sites. Je vous donne cet exemple-là parce qu'il est en français. Alors, les précautions lors d'un choix d'un produit. Alors, ce n'est pas à moi de vous dire où il faut aller l'acheter, mais je peux vous dire où il faut peut-être éviter d'aller en acheter. Moi, je vous conseille d'éviter les supermarchés et également Internet. Parce qu'on peut avoir parfois, je vais revenir par la suite, des produits qui clament une efficacité qui n'en ont pas. Et dans le questionnaire, il ressort que parfois sont utilisés des produits qui ne sont pas pour le chat, mais qui sont pour une autre espèce. Alors, attention. Des fois, ça marche, mais des fois, il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a certains produits qui sont toxiques, notamment les pyrétrinoïdes comme la permétrine. Attention, c'est toxique pour le chat. Donc, vous avez certaines pipettes que vous pouvez utiliser pour les chiens, mais qu'on ne peut pas passer pour le chat. Et en 2018, l'ANSES a enregistré plus de 120 cas d'intoxication de chats par utilisation accidentelle de pyrétrinoïdes, c'est-à-dire des gens qui avaient des pipettes pour leurs chiens qui ont été mises sur leur chat. Certaines molécules sont toxiques pour les chiens de type collé, qui présentent ce qu'on appelle la mutation MDR1. Donc, ça peut être l'ivermectine, mais ça peut être aussi les modepsides. Donc, attention. Et précaution pour l'utilisation hors AMM. Par exemple, c'est tout à fait envisageable dans une collectivité, pour des raisons économiques, d'utiliser en fait la même molécule, mais une molécule qui est formulée pour les bovins. Attention aux erreurs de calcul de dosage. Il faut que cette dose soit bien calculée, qu'elle ait été calculée par votre vétérinaire et qu'elle soit exprimée en millilitres par kilo et non pas en milligrammes par kilo, parce que ça peut être à l'origine de grosses erreurs. Et là, je raconte une petite histoire que j'ai vécue moi-même. Vous avez ici
l'article qui a été publié en anglais. Hein. Nous, on a une chatterie à l'école vétérinaire de Toulouse qui était composée d'une quarantaine de chats dans lequel il y a eu une problématique de gale des oreilles. Et donc, traiter les 40 chats avec des pipettes à répéter tous les 15 jours, ça nous avait paru bien compliqué. Donc, on a voulu utiliser en injectable hors AMM de l'ivermectine formulé pour les bovins. Et donc, il a fallu faire un petit calcul hein, pour déterminer quel était le volume administré par animal qui, pour un chat, à partir d'une formulation pour les bovins, représente un volume minime. Et bien ce jour-là, je ne sais pas, on n'était pas bien réveillés, on était fatigués, on a fait une erreur de calcul, hein, on s'est trompé, et les animaux ont été dosés à 20 fois la dose. Alors, vous voyez, hein, ça s'est passé à l'école vétérinaire avec des personnes qui ont l'habitude. Bon, heureusement pour nous, aucun animal, il n'y a pas eu de mortalité, mais certains d'entre eux ont présenté des troubles nerveux. Donc, j'insiste, hein, pourquoi pas utilisation AMM, mais attention au calcul de dose. Alors, pour les produits, la question c'était comment les choisir, lesquels je prends. Et je vous ai dit, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres, mais il y a quand même des précautions à prendre. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous détailler, mais par exemple, les sprays. Lorsque vous pulvérisez, ça c'est notamment pour les produits contre les puces, ne pas oublier que le nombre de pulvérisations est proportionnel au poids. Donc, ça ne va pas être la même chose entre un animal de 10 et un animal de 40 kg. Et attention, notamment au léchage. Hein. Je pense notamment aux portées, aux jeunes animaux, alors qu'on peut les traiter avec des sprays. Peut-être avant de les remettre tous ensemble, on peut peut-être les faire jouer, les amener à l'extérieur, le temps que le produit sèche et éviter qu'ils se lèchent entre eux. Si on choisit le shampoing, ça peut être très efficace contre les puces. Il faut respecter un temps d'attente avant de rincer votre animal, qui est au moins de 5 minutes. Les colliers, ça peut être intéressant, mais ils ne marchent que si ils sont appliqués contre la peau. S'ils pendent et qu'il n'y a pas de contact avec la peau, il n'y aura pas d'efficacité. Attention, aux animaux en croissance. Hein. Lorsqu'on place un collier, ça peut paraître évident, mais il faut penser à le réajuster. On a eu comme ça des cas de chiots à qui on avait mis des colliers et après, le poil poussant par-dessus, on oublie qu'il y a le collier et on oublie du coup de détendre le collier. Il y a des soucis comme ça. Certains comprimés ont la nécessité, et je pense par exemple au fenbendazole, donc au Panacur, d'être dissous dans l'eau et d'être mélangé au repas. Et c'est le cas aussi de certaines comprimés contre les puces. Si on ne le fait pas, si on le donne en dehors du repas ou si on le donne à sec, l'efficacité elle est diminuée de 50%. Donc c'est vraiment beaucoup. Les pipettes, hein, ça peut être aussi très bien, mais attention, bien appliqué sur la peau, on n'applique pas sur le poil. Donc vous voyez, hein, les précautions à prendre en fonction des produits, elles varient en fonction du type de formulation. Mais des fois, une mauvaise application va être à l'origine de mauvais résultats et ce n'est pas parce que la molécule ne marche pas, c'est juste qu'elle a été mal appliquée. Les produits naturels. Alors, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, ça se développe également énormément. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui de ces produits? Alors, effectivement, il y a certains extraits, notamment le géraniol, la lavande, l'extrait de margousier qu'on appelle le margousa, présente effectivement une efficacité qui est répulsive sur certains arthropodes et notamment sur les insectes. Ça marche mieux sur les insectes que sur les tiques. Mais attention, aucune de ces molécules ne tue. C'est-à-dire qu'on dit qu'elles sont insectifuges, elles sont répulsives. Mais pour être efficace, il faut des concentrations vraiment très très élevées, des concentrations qui sont au-dessus de ce qui est autorisé aujourd'hui à être commercialisé en France et en Europe. La principale problématique des huiles essentielles et pourquoi aujourd'hui on n'a pas véritablement de produits qui marchent, c'est leur évaporation très rapide et l'instabilité de ces huiles qui fait qu'elles vont être efficaces quelques heures, 6 heures, 12 heures, grand maximum 2-3 jours, pas plus. Donc quand est-ce que ça peut être intéressant? Ça peut être intéressant préventif quand vous allez vous promener, mais se rappeler que ça a quand même une efficacité de courte durée. Et attention, hein, les huiles essentielles, on n'a pas encore énormément de recul sur leur toxicité, sur leur innocuité et il y a eu des cas d'intoxication, notamment chez le chat, à certaines huiles essentielles là, que je vous ai citées entre parenthèses. Et pour certaines huiles, on a une intolérance cutanée, donc une irritation au site d'application. Donc, méfiance. Ensuite, là, c'était un petit peu pour vous sensibiliser à comment on regarde une étiquette hein, sur ces produits naturels et qu'est-ce qu'on doit comprendre. Donc là, vous voyez, il y a écrit insectifuge naturel. Donc, ça veut dire insectifuge, ça fait partir les parasites. Et c'est naturel, c'est à base d'extrait de géraniol. Cependant, attention, la réglementation européenne, elle est relativement stricte et elle interdit l'usage de la mention naturelle sur les produits.
Alors, il y a un très grand nombre qui le font, et la preuve en est sur celui que je vous présente, parce que dans l'esprit du consommateur, on pourrait avoir tendance à se dire c'est naturel, donc il n'y a pas de danger. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez avoir certains naturels qui présentent une certaine toxicité. De même, une substance naturelle, elle n'est pas forcément sans moins de risque qu'une substance synthétique. Voilà, vous voyez, encore une fois, il y a la manière dont les informations sont présentées sont parfois un petit peu litigieuses. Vous voyez, sur ce produit-là, on ne vous dit pas vraiment ce que ça fait. Est-ce que ça repousse? Ce n'est pas vraiment très, très clair. Et enfin, sur cette dernière pipette, vous voyez, avec un packaging qui renvoie quelque chose de naturel, qui renvoie à l'utilisation de plantes, dans lequel on vous dit qu'il y a des extraits de margosa. Et bien, quand on regarde d'un petit peu plus près l'étiquette et la composition, hein, on voit la présence d'un composé qui s'appelle le IR3535 et que vous avez ici, qui est une substance active, hein, insecticide, mais qui est un produit de synthèse. Donc attention, des fois, hein, sur le packaging, on joue un petit peu sur les mots, on vous fait croire que c'est du 100% d'origine végétale, alors que dans ce produit-là, il y a clairement un principe actif synthétique. Et on a beaucoup parlé des traitements. Maintenant, il n'y a pas que des traitements, Amy, n'est-ce pas? Il y a aussi d'autres approches pour lutter contre les parasites. On sait notamment qu'on peut, par exemple, toiletter les animaux, comme quoi ça va diminuer la charge des parasites sur leur pelage. Et on a posé cette question, est-ce que vous le faites habituellement dans vos élevages? Est-ce que vous lavez les animaux? Et il se trouve que oui. Donc 29% des éleveurs le font systématiquement avant de faire entrer une femelle en maternité. 40% va toiletter systématiquement avant la vente. 34% des éleveurs vont le faire systématiquement après la sortie en exposition. Et finalement, que 43%, ou peut-être c'est beaucoup finalement, ne le font en aucun de ces cas. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, Émilie? Est-ce que c'est important de toiletter? Est-ce qu'il y a d'autres choses encore à faire? Alors effectivement, heureusement, il n'y a pas que les produits chimiques, il n'y a pas que les insecticides, il n'y a pas que les vermifuges. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a une grande partie de prise en charge hygiénique de l'animal et de l'environnement qui est primordiale et qui va faire les 3/4 du travail. Effectivement, laver son animal, ça peut être extrêmement intéressant. Lorsque l'animal est sorti de l'élevage, lorsqu'il rentre d'une exposition ou après une saillie, ça peut être intéressant de doucher l'animal. Alors, avec un produit classique, hein, sans qu'il y ait, si vous voulez, un principe actif à l'intérieur qui lutte contre un parasite. Donc, ça peut être à base d'un antiseptique. Eh bien, savoir l'action mécanique du shampoing peut éliminer les spores de champignons qui peuvent se trouver sur le pelage de l'animal. Et je vous ai dit, attention, à l'introduction d'une teigne dans un élevage, c'est toujours par un porteur asymptomatique qui a ces spores sur le pelage. Eh bien, l'élimination de ces spores peut se faire par le shampouinage. Il peut être également fortement conseillé de laver les chiennes, enfin les reproductrices, les femelles gestantes avant l'entrée en maternité. Et en cas de diarrhée, et ça fait vraiment partie de la lutte contre notamment le giardia et les coccidies, laver les marges de l'anus, laver le pelage autour des marges de l'anus, notamment en cas de diarrhée. Ça permet d'éliminer beaucoup d'oocystes et beaucoup de kystes. Donc effectivement, ça peut être une bonne méthode préventive pour la prévention des parasites. OK. Et au niveau de la gestion, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait peut-être préparer au niveau de locaux, la gestion, aménagement des locaux? Nous, on a posé une question sur les revêtements au sol des locaux de jeunes et on a trouvé que voilà, les revêtements étaient très différents. Il y avait du carrelage principalement d'ailleurs, puisque plus de 60% des participants ont répondu ça. Ensuite, il y avait beaucoup de personnes qui ont du linoléum au sol, et 14% du parquet, alors que je sais que c'est peut-être pas forcément le meilleur euh, choix, notamment pour les parasites. À peu près 10% ont déclaré d'avoir du béton au sol, encore moins la résine, et finalement quelques pourcentages
ont de la terre battue ou de la moquette dans les locaux. Alors, est-ce qu'on sait quelque chose, quel de ces revêtements sera mieux que l'autre? Alors effectivement, la propriété de ces revêtements a vraiment un rôle, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, pour la prolifération des parasites. Donc, en intérieur, il faut favoriser des sols et des murs qui sont facilement lessivables et éviter tout ce qui est recoins en fractuosité. Donc, favoriser le carrelage, le linoléum, le recouvrement en PVC et éviter absolument tout ce qui est moquette, tapis, parquet, parce que ça, c'est des lieux où vont se proliférer notamment les puces. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces larves qui bougent et qui vont aller se cacher, eh bien, ce qu'elles adorent, c'est les fentes entre les lattes du plancher. Donc, cette photo, je l'ai prise, c'est pas chez un éleveur de chats ou de chiens, c'est évidemment avec leur permission que j'ai mis la photo, mais c'était des éleveurs de petits ruminants qui étaient infestés de puces et leur bergerie était attenante à la maison. Et les chats et les chiens allaient se balader dans la bergerie, ramener les puces à l'intérieur. Et là, vous avez la représentation parfaite d'un élevage de puces, si je puis me permettre, avec le parquet. Sur parcours extérieur, donc tout à l'heure on l'a vu que la terre battue c'était vraiment un bon substrat pour permettre aux œufs d'être conservés et de garder leur caractère infectant. Donc si on a de la terre battue, qu'est-ce qu'on peut faire? Les méthodes simples, c'est de mettre du gravier, du gravier sur à peu près 15 cm d'épaisseur. Et idéalement, ce gravier, on le pose sur des pierres un peu plus grandes. L'idée, c'est d'éviter le contact du chien avec la terre, pour éviter qu'il aille gratter et qu'il évite d'être en contact avec la terre sur laquelle vont se retrouver les œufs. Si on ne le fait pas, il peut être intéressant de retourner régulièrement la terre. L'objectif, c'est vraiment de modifier le milieu pour qu'il soit le moins favorable au maintien des œufs infestants. Si on a des aires bétonnées, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est bien efficace? C'est tout ce qui est action mécanique de l'eau, comme vous pouvez le voir sur cette image. Donc, passer un jet à haute pression, alors une à deux fois par jour, ça c'est dans l'idéal. Mais il faut au moins ce nettoyage une fois par semaine, que ce soit au jet haute pression et après carrément aller brosser. C'est vraiment cette notion mécanique qui a une forte efficacité pour éliminer les œufs. Qu'est-ce qui est primordial? Je le répète depuis le début, la source d'infestation du milieu, c'est les selles dans lesquelles vont se retrouver les œufs des parasites. Donc, en gros, il faut enlever les selles les plus fréquemment possible. Et ça, c'est vrai aussi pour les propriétaires qui vont se promener en centre-ville, qui vont se promener dans les parcs. Pour ça, il est très important de ramasser les matières fécales de l'animal. Donc, pour les chiens, idéalement, c'est à faire une fois par jour et au minimum une fois par semaine, surtout si on a des problèmes d'ascaridose. Rappelez-vous, les œufs, il leur faut à peu près 2-3 semaines pour devenir infestants. Donc, déjà, bien nettoyer au moins une fois par semaine, c'est déjà une bonne mesure préventive. En intérieur, pour les chats, il faut viser à ce qu'il y ait un nombre suffisant de bacs. Rappelez-vous, je vous ai parlé du Trichomonas et je vous ai dit que bien souvent la transmission se fait quand il y a trop de chats qui vont utiliser le même bac à litière, donc il va être en contact avec les matières fécales dans lesquelles se trouvent les Trichomonas. Idéalement, on enlève les matières fécales tous les jours de la litière et au moins une fois par semaine, on vide complètement le bac à litière, on le nettoie et on met une litière neuve. En cas de protozoa, donc si vraiment on est dans une phase où on a de l'excrétion de giardia ou l'excrétion de coccidie, idéalement, c'est une fois par jour que l'on vide complètement et que l'on nettoie. Si évidemment, c'est réalisé. L'hygiène de l'environnement, elle est absolument primordiale. Et là, je vous donne un exemple pour les puces, mais c'est également valable si on a des problématiques de teigne ou d'autres parasites. Et toute cette partie-là, qui est de l'hygiène, qui a un rôle, si vous voulez, d'élimination mécanique du parasite, c'est 80% du travail. Donc, la première étape, c'est passer l'aspirateur partout et on insiste dans les recoins, on insiste si on a un parquet. Une fois qu'on a fini, ça c'est vraiment propre, si on a un problème de puce, on jette la poche de l'aspirateur parce que des fois, les puces, elles peuvent ressortir. Ça peut déjà arriver. Tous les supports, il faut les laver au moins à 60 degrés. Et ça, c'est vrai aussi si on a des problématiques de teigne, c'est vrai aussi si on a des problèmes d'agent de gale. C'est au moins 60 degrés à laquelle on doit passer les draps, les couvertures, les paniers. Lorsqu'il y a des zones qui sont difficilement lavables, des poussins, si on a des animaux qui ont accès à des canapés, là, l'utilisation de la vapeur chaude est très intéressante.
Si on a des puces sur les mères en maternité, alors l'endroit qu'adorent les puces et les larves pour proliférer, ça va être la litière. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour les chattes, on peut mettre des bacs à litière dans lesquels on ne met pas beaucoup de grains, de manière à pouvoir le changer tous les jours et éviter comme ça qu'il y ait la prolifération des larves à l'intérieur. Et pour les chiennes, idéalement, si, mettons, elles n'ont pas un accès à l'extérieur pour faire leurs besoins, on va éliminer les copeaux, hein, le temps de la présence de la mère avec sa portée, et on va le remplacer par du papier journal, encore une fois, pour essayer d'éviter la prolifération des puces. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme produit d'entretien? Alors, là, il n'y en a pas énormément qui sont efficaces sur les œufs. L'eau de Javel, elle ne marche pas très bien. Elle ne marche pas du tout sur le Toxocara et elle marche mal sur les oocystes de coccidie et sur les kystes de Giardia. Par contre, l'eau de Javel marche bien sur les spores de champignons, mais c'est pas rémanent, donc ça veut dire que votre salle, s'il y a eu de la teigne, il faut la laver au moins 2 fois par semaine. Mais l'eau de Javel fonctionne diluée à 10% sur les spores de champignons. Ce qui marche le mieux, c'est les ammoniums quaternaires qui marchent bien sur les kystes de Giardia et qui marchent aussi associés à la triamine sur les oocystes de coccidie. Respecter les bonnes pratiques. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un matériel qui est spécifique à chaque secteur. C'est-à-dire que on ne va pas sortir une brosse, on ne va pas sortir une litière, on ne va pas sortir un panier. Elle reste dans le secteur qui lui est propre. Donc, chaque secteur a son matériel spécifique. Attention, ça peut paraître évident, mais l'hygiène des mains, elle est indispensable. Imaginez hein, un endroit où vous avez de la gale des oreilles, mettons dans une salle, vous caressez le chat, vous pouvez vous-même transporter des acariens sur vos mains. Et si vous passez à la salle suivante et vous allez manipuler un autre animal, eh bien, vous pouvez transmettre le parasite. Donc, j'insiste, le lavage des mains est indispensable, mais de toute façon, maintenant, c'est un protocole qui est devenu à la mode. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, est naturel pour tout le monde. Ok. Et comment se protéger pour introduire tous ces parasites en élevage? Est-ce que la quarantaine peut nous apporter quelque chose? Donc, on s'est demandé déjà, est-ce que vous le faites, cette quarantaine, dans une enquête qui date maintenant un petit peu, parce que de 2017, on vous a posé la question, est-ce que vous avez des quarantaines dans vos élevages? Et voilà les résultats. Donc, en rouge, c'est le pourcentage des éleveurs qui n'ont pas de quarantaine parmi les locaux. Donc, pour les chats, il y a un petit pourcentage qui n'a pas, le reste, ils en ont une, puisque uniquement 4% n'a pas de quarantaine. Par contre, en élevage de chiens, c'est un véritable manque, puisque la moitié des éleveurs de chiens nous déclarent qu'ils n'ont pas de quarantaine. Et puis, s'ils font une quarantaine, nos éleveurs, à peu près la moitié, 48% plus exactement, va systématiquement vermifuger ces animaux qui se trouvent en quarantaine. Est-ce que c'est des bonnes pratiques de le faire? Est-ce que c'est des bonnes pratiques de vermifuger les animaux? Et finalement, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire à ce moment-là? Alors, effectivement, je pense que la quarantaine est vraiment une étape clé dans la prévention de l'introduction d'un parasite dans un élevage. Car pour la plupart, rappelez-vous, je vous ai dit, pour à peu près tous les parasites que je vous ai présentés, comment finalement il arrive dans l'élevage? Par un porteur asymptomatique qui n'a pas de signe clinique et qui va être à l'origine de l'introduction de ce parasite. Alors, la quarantaine, elle doit concerner évidemment les nouveaux animaux qui entrent, mais attention, c'est les animaux aussi qui sont de l'élevage qui sont sortis et qui reviennent, donc après une exposition ou après une saillie. Cette période-là, elle doit servir à quoi? Elle doit servir à observer l'animal, donc déjà on peut rechercher des parasites externes, on regarde s'il y a des crottes de puce dans le pelage, on peut peigner. Il est fortement conseillé lors de l'achat d'un nouveau chat de réaliser des cultures fongiques, donc à l'aide d'une moquette, on vient recueillir des éventuels spores qui sont présents sur le pelage et on a les résultats en une dizaine de jours. C'est pas très onéreux et je trouve que c'est quelque chose qui doit vraiment, que je conseille fortement de réaliser. Le lavage, on en a parlé, et vous vous rappelez l'intérêt pour prévenir l'apparition de teignes, ça peut être intéressant. Cette période de quarantaine peut être une période au cours de laquelle on fait une coproscopie de dépistage, déjà pour voir si on trouve des parasites. Et ça peut être une période au cours de laquelle on administre un antiparasitaire externe et un antiparasitaire interne.
Est-ce que faire une coproscopie systématiquement peut être intéressant? Je sais que à peu près 22% des éleveurs le font systématiquement. Donc, ils vont chercher des parasites internes par coproscopie. Et s'ils le font, ils le font 1 à 2 fois par an. Est-ce que c'est des bonnes pratiques, tout ça? Alors tout à fait, hein, de faire des coproscopies de contrôle, même sans signe clinique, même sans problème, est fortement conseillé et le rythme 1 à 2 fois par an me semble tout à fait correct. Donc lorsqu'on réalise des coproscopies, on va les faire par groupe. Donc évidemment, pour des raisons de coût, on ne va pas faire des coproscopies individuelles, sauf si c'est associé à une problématique de diarrhée par exemple, et encore. Donc qu'est-ce qu'on conseille, hein, de faire des coproscopies de mélange chez les adultes, hein, et on respecte, on le fait par groupe d'adultes et par portée chez les jeunes. Donc ça permet de détecter des parasites, ça permet de confirmer l'efficacité de notre plan de fermifugation. Et attention aux informations que vous donnent les résultats d'une coproscopie, parce qu'il existe plusieurs techniques. Et la coproscopie classique, qui est faite en routine, elle ne permet pas de tout détecter, notamment pas les protozoaires. Donc attention aux résultats négatifs. Si vous recevez une coproscopie négative, ça ne veut pas dire qu'il y a 0 parasite. Donc attention. Et lorsqu'on réalise des coproscopies, hein, il y a des choses à réaliser pour ce qui concerne la qualité du prélèvement et de conservation des matières fécales. Il faut idéalement les mettre au frais avant d'aller faire l'analyse et faire l'analyse sur des matières fécales les plus fraîches possibles. Attention, évitez la coproscopie sur des selles diarrhéiques parce que on peut avoir du coup un défaut de détection en raison de la dilution des matières fécales. Et comme je l'ai dit, c'est recommandé au moins 1 à 2 fois par an. Donc j'en arrive à la conclusion. J'espère ne pas avoir trop parlé. Et on a vu finalement, les parasites, oui, c'est fréquent. Et moi, je vais répondre à la question de départ que oui, si on élève des animaux, on élève des parasites et c'est normal. J'espère vous avoir sensibilisé sur, certes, à un moment donné, probablement, hein, il va falloir te donner des molécules, des médicaments, des antiparasitaires, mais les 3 quarts du travail, les 3 quarts de la prévention, les 3 quarts de la prise en charge se fait par l'hygiène, par l'aménagement de l'environnement. Et ça, c'est vraiment le point central de la lutte contre les parasites. La coproscopie, selon moi, elle a son rôle. Ça permet de dépister et ça permet d'optimiser ce qu'on va proposer par la suite. Je vous l'ai dit aussi, l'objectif de ce soir, ce n'était pas de vous donner, peut-être que ça vous déçoit un peu, mais des protocoles clés en main, parce que ça, c'est des choses qu'il faut voir avec votre vétérinaire qui vous suit, qui connaît votre élevage, qui connaît vos problématiques. Et sans avoir vu un élevage, il est très difficile de donner autre chose que des conseils généraux que je vous ai donnés ce soir. Et enfin, pour ouvrir un petit peu la discussion, la lutte contre les parasites, elle entre dans le respect de l'hygiène de vie générale de vos animaux, qui passe notamment par l'importance d'une alimentation équilibrée. Et c'est des choses dont on pourra discuter avec Petra, qui est présente ce soir. Voilà, je tiens à vous remercier pour votre attention et voilà, je serai ravie de répondre à vos questions, ou du moins d'essayer d'y répondre.